Je passe directement maintenant la parole à Guy Curcio qui va nous présenter en quelques mots notre invité, Kankyo Tanier. Merci Jean-Luc. Bonsoir Kankyo. Bonsoir. Tu es notre première intervenante bouddhiste à la diversité spirituelle, donc je suis très heureux. Il y a une voie qui est en train de s'ouvrir. Donc je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu es une nonne dans la tradition du Zen Soto, qui est une branche japonaise du bouddhisme qui en comporte plusieurs. Et tu vis donc depuis une vingtaine d'années dans un monastère, le monastère Ryomonji, que ton maître Wangen a créé en 1999, donc dans un petit village qui se situe en Alsace. En 2018, tu as reçu, lors d'une cérémonie très importante, la transmission du Dharma, qui te permet donc d'enseigner le bouddhisme. Et donc, à ce titre, tu organises des retraites avec des laïcs, donc des retraites de plus ou moins courte ou longue durée. Tu es l'auteur, en fait, de 3 livres. Alors, on dit un livre, tout le monde peut l'écrire. Le deuxième, c'est déjà plus difficile, mais toi, tu en es à 3. Donc, tu es vraiment une auteure confirmée. Et tes livres ont eu beaucoup de succès, puisque certains ont été traduits dans plus de 10 langues, ce qui t'a amené donc à parcourir le monde pour en faire la promotion. Tu organises des conférences, tu organises des séminaires. Tu es très présente sur les réseaux sociaux, tu animes un blog, une newsletter. Et en fait, ce qui te caractérise, c'est que tu mets à la disposition du public des clés spirituelles, à la fois pour permettre aux gens de progresser sur leur chemin spirituel, mais aussi pour d'autres, peut-être à mieux vivre. Et ce qui te caractérise, c'est que tu fais ça avec un langage d'aujourd'hui, avec humour, sans concession vis-à-vis de toi-même, puisque tu n'hésites pas à présenter pour illustrer tes propos, donc tes propres expériences. Et donc, comme si cela ne suffisait pas à ton activité, tu as créé donc en 2020, jouxtant le monastère, donc une ferme qui s'appelle la ferme Kibo, qui est une ferme résiliente, donc au sein de laquelle tu accueilles des animaux, notamment des chevaux à la retraite. Tu mets aussi en pratique des cultures, la permaculture, donc, pour créer des écosystèmes dans le respect de la biodiversité. Alors, pourquoi et comment une jeune citadine d'une vingtaine d'années, titulaire d'une maîtrise en droit public, qui voulait se consacrer au journalisme, qui avait pour passion le chant, puisque tu l'as pratiqué, tu l'as aussi enseigné, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as renoncé à cette vie de profane pour prendre l'engagement et t'engager dans la voie du bouddhisme zen? Et donc, si tu veux bien partager avec nous ton parcours spirituel, ça serait pour nous un grand bonheur. Ok. Merci beaucoup Guy pour cette présentation. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors là, on m'a demandé de raconter ma vie. Alors des fois, on dit des gens, lui, quand même, il raconte sa vie. Donc là, a priori, je suis invitée à raconter ma vie pendant 1 heure. J'espère que ça ne va pas être barbant et que vous allez trouver des ressources aussi, peut-être pour vos vies, ou bien des éclairages sur ce que je fais au quotidien, ce qui est le bouddhisme zen, la pratique de la méditation, etc. Voilà, alors en fait, avant d'être nonne, donc j'ai été ordonnée nonne en 2002. Et avant ça, j'ai vécu 16 ans en région parisienne, en fait, dans la banlieue, ce qui était à l'époque la banlieue rouge. Vous savez, il y avait tout un coin communiste dans les années 70. Et donc, je viens de Clichy-sous-Bois, une ville assez connue maintenant. Donc, je viens d'un milieu du catholicisme ouvrier. Donc, mon père était notamment très, très impliqué dans la vie de la paroisse. Il était secrétaire du prêtre et puis il faisait plein de choses pour cette paroisse. Et puis nous, on allait au catéchisme, on faisait
comment dire, les colonies de vacances d'été avec des sœurs, etc. Et cette éducation-là, elle a vraiment marqué mes premières années avec beaucoup de valeurs très intéressantes que j'ai reçues. Et c'était un catholicisme dans des banlieues multiculturelles. Donc, il y avait eu les premières et deuxièmes vagues déjà d'immigration. Et du coup, les fêtes paroissiales, on faisait des kermesses, c'était très sympa. C'était vraiment l'occasion de se rencontrer avec plein de cultures différentes. Et l'enseignement de cette époque, il y avait aussi un apprentissage de la diversité, comme le nom que porte cette chaîne YouTube. Et donc une invitation aussi à travers les valeurs catholiques, cette fois-ci, avec des mots comme partage, échange, connexion à l'autre, etc. Donc j'ai eu la chance de recevoir cette éducation catholique petite. Je voulais vous parler aussi des colonies de vacances. Alors vous êtes peut-être tous allés en colo, je ne sais pas, j'espère pour vous, parce que généralement c'est des expériences très intéressantes et très formatrices dans nos vies. Et là, je me souviens particulièrement d'un moment, c'était des colonies de vacances avec une sœur qui s'appelait Sœur Paul, qu'on appelait Pauluche, qui était une femme, un exemple de vie. Je ne sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui, mais plein d'énergie, de motivation, une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait, qui arrivait à organiser des choses. Et donc organisait chaque été des colonies de vacances avec tout un tas de bambins déchaînés, voilà, et elle avait beaucoup de patience. Et à un moment donné, à cette occasion-là, je me suis un jour éloignée un peu du groupe. C'était dans les montagnes jurassiennes, des très beaux paysages. Puis je ne sais pas pourquoi j'avais eu l'idée d'aller écrire des poèmes. Je devais avoir comme ça une dizaine d'années. Je me suis éloignée un petit peu du groupe. Je suis arrivée en haut de la colline. Il y avait un pré qui descendait comme ça. Je me souviendrai tout le temps de ce moment parce que sans doute c'était le premier moment d'éveil à une autre dimension, de prise de conscience que le monde n'est pas seulement résumé à ce qui est visible. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'étais assise dans l'herbe, toute seule, et tout d'un coup, comme pour la première fois, j'ai entendu de façon très précise tous les sons qui m'entouraient. J'ai commencé à vraiment voir les couleurs avec une grande précision. J'ai ressenti mon corps donc comme une présence très forte. Et en même temps, l'ego, c'est-à-dire la personnalité, n'était plus très intéressante. Enfin, il y avait quelque chose d'une dimension beaucoup plus vaste que je pouvais naturellement contempler ou observer à partir de ce corps et de ce mental, mais ça dépassait, il y avait l'idée d'une résonance comme ça. Et c'est sans doute, et ça m'a profondément marquée. Et quelques années plus tard, j'ai fait, à l'occasion de ma confirmation, on devait faire une retraite spirituelle, une retraite catholique. Et là, je suis allée à l'abbaye de Jouarre, que peut-être certains d'entre vous connaissent, en région parisienne. C'est, je pense, dans le 77, un très beau lieu. Et là, il s'est reproduit cette expérience, légèrement différente, mais vraiment dans la base analogue, où là, je me suis retrouvée dans une pièce, seule, tout en haut de l'abbaye. Et pareil, la sensation, dans un espace clos cette fois-ci, mais que les frontières n'existaient plus, que le monde était ouvert. Voilà, qu'il y avait vraiment, le mot qui me vient maintenant, c'est l'idée de résonance ou de vibration. Voilà, avec tout ça, dans ces moments-là, j'étais à la fois un peu effrayée, enfin comme dépassée par quelque chose de plus grand, et en même temps, le corps vibrant, plein d'énergie, comme des étincelles qui donnent beaucoup, beaucoup de joie. Voilà, et ça, je vous fais déjà le petit teasing de ce qui va suivre, mais je l'ai retrouvé en fait dans mes expériences de pratique de méditation zazen, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, adolescente, en fait, tout ça, j'ai un peu oublié. Hein. Alors là, je dois vous dire que c'est ouvert une autre période, plutôt
plutôt intense, on va dire, mais voilà, je commençais à sortir, à profiter de la vie, à faire plein d'expériences avec l'alcool, les drogues, etc. J'ai commencé vraiment une vie d'adolescente, en fait. Et puis, surtout, cette période, elle a été marquée par une grande difficulté. Enfin, c'était dur, l'adolescence et le début de l'âge adulte. Voilà, j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais beaucoup de culpabilité aussi que j'avais reçue, des peurs, des doutes, enfin, et je me sentais un petit peu nulle part à ma place. Donc je cherchais, j'étais dans des groupes, mais à chaque fois j'avais une sensation d'être imposteur ou que je méritais pas d'être là. Et intérieurement, au niveau émotionnel, c'était assez difficile à vivre. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu toutes ces quêtes dans des paradis artificiels, comme on dit. Et avec tout ça, il y avait quand même, même dans ces moments très durs, une intuition qu'il y avait autre chose de possible, comme vraiment une intuition, quelque chose en filigrane de la recherche du sens de la vie, qui avait un sens, que je n'avais pas évidemment encore trouvé. Alors ensuite, j'ai déménagé pour Besançon à l'âge de 16 ans, donc Besançon dans le Doubs, le département du Doubs. Et puis, j'ai passé mon bac et j'ai fait des études de droit public. Voilà, un peu par hasard, parce que mes parents m'avaient dit, il est hors de question que tu ailles en fac de lettres, parce que ça va être n'importe quoi. Et donc, je n'avais pas le droit d'aller en lettres. Donc, les maths ou les sciences, ce n'était pas trop mon truc. Du coup, je suis allée en droit. Et avec le recul, c'était vraiment très intéressant au niveau de la formation mentale et d'une sorte d'apprentissage d'une méthode, une méthode de pensée. Donc, droit public, les systèmes politiques, les relations internationales, etc. Et puis, en même temps que je faisais mes études, eh bien, je continuais beaucoup à fréquenter ce qu'on appelle le monde de la nuit. Donc, je vivais beaucoup la nuit. Je n'allais pas souvent en cours, à vrai dire. Je chantais dans des groupes de jazz, de funk. Je sortais, voilà. Et en même temps que cette activité musicale dans des groupes, j'ai commencé, et ça c'est très important aussi dans ma vie, j'ai commencé à étudier le chant de manière plus professionnelle. Donc je sentais bien que le droit, c'était pas, même très intéressant, c'était pas vraiment pour moi. Et du coup, j'ai commencé vraiment à étudier le corps, en fait, le corps instrument de musique, le souffle, la vibration sonore quand on chante ou quand on parle, l'articulation, le développement de l'écoute, etc. Et ça a été vraiment un premier outil, on va dire, de bien-être et d'ancrage. À cette époque aussi, Guy l'avait dit, oui, j'ai découvert le journalisme, donc un peu par hasard, avec une rencontre d'un journaliste qui voulait créer un mensuel culturel sur la région. Et puis, on a commencé voilà, à créer ce mensuel. Et donc, je faisais des chroniques de spectacles de théâtre, de danse contemporaine, d'art contemporain, etc. Et c'était très intéressant au niveau du challenge qu'il y a dans l'écriture, une manière de retranscrire le réel. Il y avait aussi des moments où on devait écrire très très vite. Donc pour faire des comptes rendus de spectacles dans la nuit, et on appelle l'inspiration. Et je pense qu'à ce moment-là, la fée de l'écriture, elle a déjà commencé à venir m'aider et me souffler des phrases ou des idées. Et avec tout ça, donc j'ai terminé mes études, mais il y avait vraiment l'idée que malgré tout, que je passais un petit peu à côté de quelque chose. Alors c'était flou, c'était pas dit ou c'était pas verbalisé, mais comme il manquait un sens, il manquait quelque chose qui fasse vibrer cette vie, qui lui donne une étincelle. C'était vide en fait, malgré toutes les activités. Et à un moment donné, je me suis souvenue d'avoir lu il y a quelques années, donc vers 18-19 ans, un livre du Dalai Lama qui m'avait à l'époque complètement chamboulée. Un livre qui expliquait la réalité de l'interdépendance, du fait que tout est relié, tout est
en connexion les choses entre elles, les êtres humains, les animaux, la nature, l'univers. Et puis des explications sur le sens de la souffrance, les 4 nobles vérités, etc. Et là, à ce moment-là, en lisant ce livre et un autre de Arnaud Desjardins, qui est plutôt de tradition védique, mais qui manie un petit peu les mêmes concepts, à ce moment-là, j'avais, encore une fois, senti comme une ouverture, voilà, comme quelque chose qui allait donner du sens. Et je me suis souvenue de ça après mes études. Et je suis allée dans un monastère zen, pour le coup, un monastère bouddhiste qui est situé dans le centre de la France et qui s'appelle le Temple zen de la Gendronnière. Alors, ce monastère a été fondé par un moine ou un maître complètement inouï qui s'appelle maître Taisen Deshimaru, un japonais, un moine japonais qui a traversé l'Asie, à la fin des années 60, âgé de 50 ans, donc il avait déjà sa vie, etc. Mais il s'est dit qu'il allait répandre le zen, et notamment zazen, la pratique de la méditation, en Europe. Et donc, il a débarqué avec ses bagages et il a créé, quelques années après, ce monastère. Et il a eu beaucoup de disciples et d'échos dans les années 70 en France et en Europe. Donc là-bas, je suis venue comme d'autres étudiants qui étaient là, dans une retraite estivale où il y avait 300 à 400 personnes, donc c'était quand même une grosse retraite. Et j'ai découvert la pratique de zazen. Donc zazen, c'est le cœur de la pratique du zen, de l'école zen, on va dire. C'est cette méditation assise qu'on a en posture du demi-lotus, à genoux ou même sur des chaises, que pratiquent aussi par ailleurs les prêtres dominicains, et qui se caractérise par une assemblée de personnes face au mur, dans le silence, pendant de longues heures. Voilà, alors dit comme ça, ça peut avoir l'air très très ennuyeux, mais c'est aussi le moment où, au lieu de se fuir soi-même dans le mental, de se fuir soi-même dans des activités de distraction, Internet, etc., eh bien, c'est le moment où on peut se reconnecter au corps, à la respiration et commencer à découvrir ce qu'on pourrait dire le vrai soi ou la vraie nature du soi. C'est un formidable outil de connaissance. Et en pratiquant ça, bon, au début, je n'étais pas rassurée parce qu'il y avait quand même une assemblée de 300 personnes habillées en noir, très austères. Le zen, c'est aussi caractérisé par discipline et austérité, en tout cas en apparence. Il y avait des tambours, des sons, et comme je ne savais pas trop où j'arrivais et qu'à l'époque, la méditation, ce n'était pas du tout à la mode comme aujourd'hui. Donc après un jour comme ça, un peu sur mes gardes, lors d'une pratique, j'ai eu à nouveau la même révélation ou la même fulgurance que j'avais eue sur cette colline à ce moment-là. Avec en plus, de façon encore plus prégnante, l'idée d'un corps, c'est-à-dire d'une assise, d'un ancrage. Comme je vous le disais, en fait, en général, mon mental était plutôt très agité et il y avait beaucoup de souffrance émotionnelle, etc. Donc, ça bougeait dans tous les sens. J'essayais de trouver des solutions. Je réfléchissais, j'organisais ma vie. Je cherchais des réponses, etc. Et là, pour une des premières fois de ma vie, sans doute, il y a eu une sorte de réintégration, de réincarnation, une manière de retourner dans le corps et de se poser enfin. Alors ça a immédiatement créé à l'intérieur de moi un profond soulagement, comme enfin on appelle ça rentrer à la maison. Ça, c'est l'expression traditionnelle. Enfin, je suis là, ça se pose.
OK, dans le corps peut y avoir de la souffrance, mais c'est OK. Il y avait un profond calme qui a découlé de ça. Et en plus, il y a eu très vite l'idée, j'ai trouvé ma voie en fait. Donc ça, c'est venu pareil dans les jours qui suivaient. Une sorte de soulagement. Enfin, c'est ce que je cherchais sans savoir depuis toutes ces années. Et là, c'est là. Voilà. Rien que d'en parler, ça me... Quel âge tu avais là, donc à ce moment-là? J'avais 26 ans. 26 ans. Et Ouais. avant que tu passes, je pense qu'à partir de cette ouverture, il va y avoir beaucoup d'expériences que tu vas vivre, des découvertes, des rencontres, et ça va être très très intéressant. Avant cela, je voudrais te poser une question un peu plus personnelle. Mhm. Tu n'as pas du tout parlé de ta vie sentimentale. Ah oui, je peux en parler parce qu'en fait, oui, j'ai eu plusieurs copains. Hein, on appelle ça copains à l'époque. Euh, mais à chaque fois, c'était difficile parce que ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, au cœur des relations intimes, il y a, apparaissent en gros plan les failles affectives. Et donc, moi, j'étais tellement pas bien, en fait, à cette époque, que ces relations-là, elles étaient épidermiques. C'était très dur, on se quittait, on revenait, je pleurais. Enfin, quand il y avait des... C'était pas du tout calme et paisible, hein, c'était des choses, des relations passionnelles avec... voilà. Et en plus, toujours de très grands doutes euh, interne qui rendait toute relation, alors les relations amoureuses en particulier, parce que c'était mis en exergue encore, il y avait un enjeu encore plus grand, mais aussi les relations amicales, etc. Et alors, je ne sais pas si le fait d'être nonne implique le célibat. Non, Est-ce non. que... Non. Non, en fait, nonne, c'est comme pasteur. Hein. Donc, ça veut dire qu'on peut se marier, ou pas se marier d'ailleurs, enfin avoir un compagnon, une compagne, euh, d'un sexe différent ou du même sexe d'ailleurs. Et puis, on peut avoir des enfants, mais le sens de l'ordination de nonne ou de moine, c'est de faire passer en priorité, donc avant les enfants, avant le conjoint, avant les vacances, avant le travail, avant tout ça, la pratique spirituelle. Donc ça, c'est un engagement que chacun prend intérieurement et qui se réactualise chaque jour, en fait. Ça va guider nos choix de vie. Voilà, tous les moines et nonnes dans le bouddhisme zen n'habitent pas dans les monastères. C'est vraiment pas la majorité. Hein. Je pense à la louche, hein, ce n'est pas des stats officielles, mais je dirais 20% seulement sont dans les monastères et la plupart des autres sont en ville ou dans les villages, enfin dans la vie civile, et n'ont pas forcément d'habits que l'on reconnaît. Donc certainement que vous en avez déjà croisé plein de fois sans savoir des moines et nonnes. Voilà. Alors ensuite, après cette retraite, je me suis dit assez rapidement que je voulais mettre la méditation, le zazen, en priorité dans ma vie. Donc j'ai cherché différents lieux, je suis allée faire des retraites spirituelles dans différents endroits en France et aussi en Europe. Et à un moment donné, je me suis retrouvée ici en Alsace, dans l'endroit d'où je vous parle en ce moment, pour une retraite spirituelle. On appelle ça Seishin dans le zen, ce qui signifie toucher l'esprit. Et c'est des retraites intensives de méditation où il y aura 7-8 heures par jour de méditation. Donc, j'en ai fait. Ici, ça m'a beaucoup plu déjà. Et je suis venue plusieurs fois. Voilà, ça c'était dans l'année 2000, début 2001. Et ensuite, j'ai décidé de déménager. Au début, je pensais habiter à la grande ville d'à côté, qui est Strasbourg. Et puis après un entretien avec Maître Wangen, qui est l'abbé et le fondateur du lieu, qui est toujours très créatif et aussi enthousiaste. Hein. Et donc, il me dit, mais pourquoi tu viens pas habiter au monastère directement? Tu pourras continuer à exercer ton activité professionnelle à Strasbourg. Alors moi, à l'époque, après mes études de droit,
je n'ai pas décidé de continuer dans le droit, mais je me suis formée donc, pour enseigner la voix et j'avais déjà pas mal d'élèves, j'organisais des stages, etc. Et donc, en arrivant au monastère, eh bien, 2 jours par semaine, puis 3, j'allais à Strasbourg, à 40 minutes d'ici, et puis je donnais des cours de chant. Voilà, et ça, c'est un élément aussi très important dans notre tradition, c'est que chaque pratiquant est invité à se prendre en charge financièrement. Comme on est une religion jeune, il n'y a pas d'église avec des biens ou le denier du culte ou des bâtiments qu'on pourrait louer, ni de système de retraite pour monastiques. Et donc, quand on arrive ici, chacun paye une somme mensuelle pour avoir une chambre qu'on partage souvent et aussi pour payer les repas, la machine à laver, enfin tous les frais. Et cette année, c'est 350 € par mois. Voilà. Donc depuis 20 ans, moi et puis mes codisciples, eh bien, on paye cette somme-là, ce qui veut dire que chacun va devoir aussi trouver un petit boulot, quelque chose à faire, une source de revenus. Et ça nous demande aussi vraiment un engagement. On n'est pas complètement pris en charge. C'est un aspect, je pense, très intéressant. Bon, il y a aussi ici des gens qui sont retraités ou des adultes avec l'allocation handicapée qui ne travaillent pas forcément à l'extérieur, mais voilà. Donc, je me suis installée ici en juin 2001. Voilà. Et puis, l'été qui suivait, j'ai fait la cérémonie qui s'appelle Jukai. C'est quand on reçoit les 10 préceptes et quand on prend refuge, c'est-à-dire qu'on décide de prendre refuge dans la Sangha, c'est-à-dire dans l'assemblée des pratiquants, dans le Bouddha, c'est-à-dire dans son enseignement, dans son énergie, et dans le Dharma, c'est-à-dire l'enseignement formel qu'il a donné. Donc ça, c'est en juin 2001. Et puis, 1 an plus tard, parce que j'étais très motivée, j'ai demandé donc à Maître Wangen de devenir non-bouddhiste, non-zen, et il a accepté. Et ça a signifié que je choisissais aussi de suivre son enseignement précisément, donc de le choisir comme maître et d'essayer de comprendre son enseignement. On n'est pas des disciples, comme dit Arnaud Desjardins très joliment, on dit on est des apprentis disciples. Donc on va apprendre à suivre l'enseignement. L'emploi du temps ici, dans un monastère, c'est vraiment très, très réglé. Hein. Donc, comme dans les monastères catholiques, on a un lever assez tôt et puis des activités comme ça qui se succèdent pendant la journée. On a une après-midi et demie de repos. Donc, nous, c'est dimanche après-midi et lundi jusqu'à 17h. On est en temps libre, on va dire. Tout simplement parce que pourquoi ces jours-là, c'est pas un jour qui est issu du bouddhisme, hein, c'est simplement comme les laïcs, beaucoup de gens viennent pour les retraites spirituelles le week-end. Bah, du coup, samedi, dimanche, on pratique et on se repose quand les gens sont partis. Et puis cet emploi du temps, il est caractérisé par beaucoup, beaucoup de rituels du matin au soir. Donc, par exemple, il y a un rituel du réveil, il y a des rituels avec de l'eau qu'on va purifier, il y a des gestes très précis dans le corps, il y a des prosternations, il y a une manière de manger qui est tout à fait particulière, donc j'aurai sûrement pas trop le temps de vous parler, mais qui est vraiment très intéressante. Et tous ces rituels qui sont en filigrane de la pratique tout au long de la journée, nous servent à 2 choses. D'une part, à prendre conscience en fait de la beauté des choses, enfin comment je peux le dire autrement, prendre conscience de l'instant présent, de la manière dont tout est relié, encore une fois, de la nature, de tout ce qui nous entoure. Et ces rituels nous ramènent dans le moment présent et nous donnent la capacité de nous ouvrir à ce qui est là.
c'est l'un des aspects très précieux de la pratique. Et l'autre aspect, ça va créer comme une habitude, un réflexe plutôt qu'une habitude, un réflexe de retour. Voilà, chaque fois qu'on entend un son, tac, il y a le corps qui apparaît. Chaque fois qu'on doit faire un geste précis avec le corps, vous voyez, on a, par exemple, le salut, il n'est pas comme ça, mais il demande une posture droite, un alignement des doigts, un alignement des coudes. Ou quand on attend, on a une posture d'attente dans les activités quotidiennes qui est aussi très précise. Et tout ça, c'est une manière de réintégrer notre corps et donc de revenir dans le moment présent. On va dire qu'on ressent à nouveau notre corps, qu'on n'est pas seulement happé dans la sphère du mental, quand on retourne dans les sensations, dans la présence corporelle, le temps s'arrête et on est là. Donc ces rituels servent à ça et puis à nous rappeler à quel point tout ça est sacré et magique. Justement, Kenko, j'ai une question à ce sujet-là. Oui. Parce que vu de l'extérieur, cette pratique, on pourrait penser que ça conduit à, je dirais, à une bonne perception de son corps, etc. Mais en quoi c'est une pratique spirituelle? Alors, en fait, un des points clés de l'enseignement du zen et du bouddhisme, c'est que le corps est un véhicule spirituel. On parle de pratique corps-esprit. On parle d'observer le monde à partir du corps-esprit. Et être dans le corps et dans la perception, ça nous ouvre à ce qui est là. Et ce qui est là, c'est vraiment très, très simple. Hein. Donc, ce n'est pas juste une gymnastique, c'est vraiment, comment je peux dire autrement? Ça nous ouvre à la capacité d'observation. Donc, là, on va entrer un tout petit peu plus dans l'aspect technique, mais on parle de pensée ou d'expérience sans penseur. C'est-à-dire, à partir de ce corps-esprit vaste, on perçoit le monde, on perçoit le fonctionnement du mental. Et donc, en ce sens, c'est spirituel. Si vous voulez, tout à l'heure, j'expliquerai un peu plus le rapport qu'on peut avoir avec les pensées. Oui, avec les pensées et également, puisque tu es de culture catholique à l'origine, comment a évolué le concept chrétien de Dieu en toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu l'as conservé? Est-ce qu'il a évolué? Alors, ce que j'ai gardé de la religion catholique, c'est les valeurs, c'est-à-dire l'attention à l'autre, le partage, toutes ces belles choses qu'il y a dans la religion catholique. Après, déjà petite, je ne suis pas sûre que je croyais en Dieu. C'est-à-dire, j'aimais beaucoup le catéchisme, les histoires de Jésus, etc. Mais j'ai jamais eu une sorte de révélation de foi, en fait. Plus des expériences, comme je vous ai décrites, de sensations, de présence, d'interdépendance, voilà. Et qui ont été pour moi après confirmées dans mes expériences bouddhistes. Hein. Voilà, donc ça a évolué de cette manière-là, mais aussi de cette jeunesse ou de cette enfance catholique, il y a eu toujours une quête de spiritualité dans le sens d'une vie qui n'est pas juste résumée au monde visible. C'est plutôt ça que j'ai gardé. Voilà. Après 20 ans de pratique, qu'est-ce qui a le plus changé en toi, en fait? Est-ce que la notion de progrès spirituel est une notion qui existe dans le zen, ou est-ce qu'on ne se préoccupe pas trop de ça et on vit les choses dans le présent? C'est toujours intéressant de faire un coup d'œil en arrière pour voir ce qui a changé, en effet. Hein. Ce que je dirais, c'est qu'avec le temps, l'ego ou bien la personnalité
illusoire se lisse, enfin devient moins importante. Sans doute parce qu'à force de pratiquer, les émotions s'apaisent. Donc il y a vraiment un calme de plus en plus profond qui est présent. Il n'y a plus des grands pics émotionnels. Donc ça, je le constate au quotidien. Et vous savez que les émotions, c'est souvent à la source de nos actions quotidiennes. Et de ce fait, le besoin de se protéger ou de faire quelque chose avec sa propre vie est moins important. On pourrait dire qu'avec le temps, on va s'abandonner davantage aux causes et conditions, c'est-à-dire se laisser être dans ce qui est là, sans vouloir forcément marquer la vie d'une empreinte. Donc je dirais comme l'existence prend des contours beaucoup plus flous, comme si s'actualisait l'idée d'interdépendance à mesure que les émotions se détendent. C'est un peu l'expression être zen, en fait, que tout le monde connaît, en fait. Mais, parce qu'on pourrait penser qu'aller dans un monastère, tu parlais d'émotion, aller dans un monastère, pour ceux qui n'y ont jamais vécu, on pourrait penser que on se retire un peu du monde, que c'est plus facile parce qu'on a moins de tentations, on a moins de conflits. Pour ceux qui ont vécu en communauté, on sait très bien que ce n'est pas forcément la réalité, qu'au contraire, voilà, tout est même une exacerbé. communauté familiale, hein, on s'en rend compte que c'est pas simple. Non, en fait, surtout, moi, je suis arrivée dans le monastère un peu, voilà, j'avais 27 ans. Hein. C'est la vie spirituelle, j'entre dans le monastère. Et puis, ils sont tous tellement gentils, c'est merveilleux, c'est des bons bouddhistes. Oh, quelle merveille! Donc, je suis arrivée en flottant un peu. Hein. Et puis, la réalité nous rattrape. Et après, on se rend compte que vivre avec les mêmes personnes, parce que dans les monastères, on vit avec des gens qu'on n'a pas choisis. Normalement, en famille, c'est quand même un peu nous qui avons créé la cellule familiale, en tout cas. Mais là, c'est des gens de tous horizons, de tous âges, avec tous les défauts possibles, et je parle pour moi également, toutes les sortes de défauts qui pourraient exister, voilà. Et alors, c'est dur. C'est vraiment, moi, l'expérience de mes premières années de vie en communauté, c'était vraiment difficile de réussir à accepter l'autre, de réussir à devenir patient. Et puis, moi, j'étais pas du tout, c'est pas ma qualité principale encore aujourd'hui. Donc, voilà, il y a eu pas mal d'épreuves à ce niveau-là. Et encore une fois, avec le temps, vraiment dans le passage du temps, parce que chaque matin et chaque soir au minimum, on est 1 heure et demie devant un mur. Donc on a la capacité de voir en temps réel les mouvements émotionnels, les choses qu'on répète et qu'on lancinante à l'intérieur de la tête. Et à force, c'est comme si juste de constater ça sans rien en faire, c'est comme si on arrête d'arroser ce qu'on appelle les graines de karma ou les réactivations d'expérience, et tout devient beaucoup plus doux. Alors, la pratique de Zazen peut vraiment nous aider à ce niveau-là. En fait, ce que moi j'ai constaté avec le temps, c'est que les émotions qui m'animaient et qui me motivaient pour faire les choses ou qui me rendaient la vie difficile, parce qu'il y a les deux aspects, ce sont des sensations physiques. Vous voyez, quand on a la gorge serrée parce qu'on a peur, quand on est amoureux, on a le cœur qui bat. Quand on a des fois, les gens qui ont des angoisses manifestent une douleur au niveau du plexus solaire ou un serrage à ces endroits-là. En fait, l'émotion prend corps. Mais le plus souvent, elles ne sont pas vraiment perçues en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mécanisme automatique d'échappatoire de l'émotion. Et on va commencer à réfléchir, analyser, chercher pourquoi cette émotion est là, chercher comment y échapper, comment résoudre la situation, etc., avec le mental. Et ce qu'on fait en pratiquant la méditation, c'est de retourner dans le chaudron. Voilà. On retourne à l'endroit où il y a l'alchimie émotionnelle. Donc, il s'agit de... C'est pour ça qu'on parle des fois de pratique de guerrier, parce que c'est pas facile. L'instinct
c'est d'échapper. L'instinct, c'est de chercher à sortir de ça. Mais oser retourner à l'endroit où ça fait mal, oser accueillir, comme on dit dans le bouddhisme, les choses telles quelles, ça demande vraiment beaucoup, je dirais, d'années d'accompagnement pour pouvoir y arriver. Et ensuite, c'est comme si cette sensation-là, cette émotion-là, elle attendait juste d'être reconnue. Elle attendait juste que, enfin, elle soit pleinement vécue pour pouvoir se dissiper. Donc ça, c'est des expériences qu'on fait pendant le zazen, une sorte d'observation neutre de l'apparition et disparition émotionnelle ou mentale. Voilà. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler aussi dans d'autres pratiques le travail sur soi. En fait, intégrer, regarder en face ce qui se passe à l'intérieur de soi, être plusieurs heures devant un mur sans inscription, ça renvoie forcément à ce qu'on ressent, à ce qu'on découvre en soi. Et alors, comment tu articules ça avec ton rôle dans le monde? Est-ce que tu te sens une actrice du monde, puisque tu nous as pas encore parlé de ta ferme Kibo? Ah oui. Je pense que c'est un élément important parce que ça te prive pas de l'action, je pense. Non, non, pas du tout. Après, ce qui reste toujours, moi, comme mon leitmotiv, c'est toujours, toujours, toujours zazen en premier. Voilà, dans toutes mes activités. Hein. Toujours faire en sorte que ces heures de méditation soient prioritaires. Après, toutes les découvertes que j'ai faites et qui prennent en, en, en tenant compte du fait qu'il y a eu autant de souffrance, j'ai eu très vite envie de partager. Voilà, je me suis dit, bah, tout ça, tout ce que j'ai expérimenté, j'ai envie de le proposer à ceux que ça intéresse, avec mon langage moderne, avec une façon de faire, en utilisant les réseaux sociaux, en écrivant des livres, et vraiment d'aider les personnes qui ont envie à aller à la rencontre de tout ça. Donc ça, c'était une des premières choses. Et aussi, ce qui m'a toujours... ça, je veux vraiment en parler parce que c'est le point clé, en fait. C'est à cet endroit-là qu'il y a la spiritualité. C'est que ce qu'on réalise assez rapidement, c'est que ces pensées qui arrivent comme ça, qui émergent, ne sont pas moi. Alors là, il y a un univers qui s'ouvre. Vous voyez, on a une capacité mentale, donc j'ai une capacité de réflexion. J'ai des mots en ce moment qui sont en train d'être prononcés dans ma tête et puis je les verbalise. Voilà, j'ai une capacité de mettre en ordre, mais c'est pas moi. J'ai aucune idée d'où viennent ces paroles. J'en sais rien. À quoi je vais penser, à quoi vous allez penser dans 5 minutes? On ne sait pas. Les neurosciences évoluent, mais ne trouvent pas la source de la pensée. Pas encore, en tout cas. Peut-être qu'elles ne le trouveront pas parce qu'il y a autre chose qui est à l'œuvre. Et prendre conscience de ça, c'est en fait faire une sorte de recul intérieur. Quand je dis intérieur, ça ne concerne plus seulement cette enveloppe corporelle, mais c'est un intérieur extérieur. Il y a vraiment cette idée de sortir d'une forme d'hypnose interne dans lequel il n'y aurait qu'une tête. Juste une tête qui réfléchit, qui analyse. Donc là, on fait effraction dans cette manière d'être collé à sa propre pensée. Et on recule, ou ça recule, et on parle, nous, à ce moment-là, de pensée sans penseur. Pensée sans penseur. Émergence de pensée qu'il est possible d'observer. Là, on va entrer un peu dans quelque chose de plus technique, mais on ne sait pas ce qui observe. On ne peut pas se retourner pour observer le mécanisme d'observation. Mais il y a acte d'observer puisque c'est vécu. Je ne sais pas, bon, ceux qui méditent voient ce dont je parle. Après, et ça, c'est le point clé parce que moi, du matin au soir, je peux entendre mes pensées, voir les films intérieurs, les images mentales, ressentir ce qu'on appelle, nous, la pensée du corps.
toutes ces sensations qui sont là du matin au soir. Et c'est l'endroit où le bouddhisme est complètement révolutionnaire. Je fais mon Che Guevara du spirituel. C'est que ça donne ça un autre rapport au monde, une autre façon d'être un être humain. Notre ontologie à cet endroit-là change. Si je ne suis pas ces pensées, quel rapport je peux créer avec ce fonctionnement intellectuel sans en être prisonnier? Et ça, moi, de vouloir l'étudier et le pratiquer matin et soir, c'est comment dire, ce qui va me donner le plus d'émerveillement. C'est tellement inouï, cette nouvelle façon d'être un être humain différent. En fait, j'ai l'impression à t'écouter que tu découvres là une liberté humaine nouvelle et incroyable, quoi, que tu ne soupçonnais pas avant. Et c'est une Oui, liberté, c'est une très grande liberté finalement. une très grande liberté et puis, oui, une ouverture à l'infini. C'est ça. Ou finalement, soit en tant que personnalité qu'on a l'impression fixe, stable ou qu'on cherche à protéger, c'est pas nécessaire. Donc ça peut, voilà. Et pour répondre plus précisément, du coup, tout ce que j'ai fait après, écrire des livres, voyager à travers le monde, faire des vidéos, être avec vous ce soir, c'est né de cette envie de partager cette expérience, de permettre à d'autres de faire ça. Et donc, généralement, je propose aussi des pratiques pour que les gens puissent expérimenter cette chose. S'il reste que quelques minutes, je vais juste vous dire un mot de la ferme Kibo. Alors, c'est vraiment une merveille, cet endroit. Voilà. J'ai eu de la chance de pouvoir... bon, c'est une longue histoire, mais que c'est arrivé à ce moment-là. C'est un ancien ranch, en fait, un ancien relais équestre qui est situé à 300 mètres du monastère. Et il y a quelques années, en prenant conscience de l'état de la planète, du futur qui s'annonce, que 60% des espèces vertébrées s'étaient éteintes en un très court laps de temps. Enfin, le côté assez tragique, je dirais, de cette période. J'ai commencé par être complètement abattue. Là, c'était il y a quelques années. J'en parle dans mon livre, mais presque je pense que c'était une dépression, une profonde dépression, de voir tout ce qui se passait et tout ce qui était prévu, enfin le GIEC. Et après avoir été tétanisée, il y a eu une sorte d'élan avec le temps qui reste. Je ne sais pas comment ça va être. Il y a une crise économique qui arrive. Je ne sais pas comment va être le monde. Il y a des guerres. Va y avoir des guerres climatiques. Ça va être un peu, je pense, pas du tout le monde auquel on s'était attendu. Je vais essayer de faire avec des gens qui sont sur les mêmes idées, quelque chose du domaine de l'entraide, du domaine du soin à la nature, de créer une vie plus simple avec des objets qui utilisent moins d'énergie fossile, etc. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et parallèlement, je vais terminer avec ça, je me suis aussi présentée au conseil municipal, je suis conseillère municipale du village, pour que l'idée d'entraide, elle ne soit pas juste dans notre communauté bouddhiste, mais qu'elle soit ouverte sur la société civile et et on a déjà commencé à faire plein de projets tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Kankyo. Merci. Une heure de ma vie. Merci pour votre patience. Non, ce qui est très bien, c'est que, en fait, l'intériorité que tu nous as invité à découvrir à ta façon, avec ta sensibilité, avec tes mots et ton parcours, débouche finalement sur la vie de la commune et la vie de la société, pour le partage, pour l'enrichissement. Je trouve ça très très beau, tout ce que tu nous as présenté.